Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appelle la neurophysiologie. En gros, c'est un terme qui semble un peu complexe, mais en gros, c'est très simple. On veut vous expliquer un petit peu comment c'est possible de produire un influx nerveux dans un neurone. Ça peut être un neurone dans vos nerfs, ça peut être un neurone au niveau du cerveau, de la moelle épinière, peu importe. La séquence d'événements qui va se produire dans la cellule est toujours identique. Et la grande question, c'est de savoir, parce qu'évidemment, un neurone ne doit pas toujours faire des influx nerveux. Il y a des situations de la vie courante qui feront en sorte qu'on doit faire un influx, puis parfois, il ne faudra pas en faire. Alors, la vraie question ici, c'est de savoir qu'est-ce qui va déclencher la présence d'influx nerveux ou qu'est-ce qui va justement l'empêcher. Okay? Et si vous êtes capable, à la fin de la capsule, de répondre à cette question-là et de décrire l'ensemble des événements qui se produisent dans un neurone, qui expliquent le fait de faire un influx ou non, bien, vous êtes parfait pour l'examen. Okay? C'est vraiment l'objectif principal que je vais rechercher aujourd'hui. Je vais également vous avertir que c'est une capsule qui peut être difficile au début. Il y a des contextes abstraits. Et vous allez devoir être patient, en fait. C'est vraiment à la fin de la capsule où là, vous allez tout intégrer l'histoire. Et c'est là que vous allez vraiment comprendre. Donc, c'est tout à fait normal que si... Puis c'est une capsule qui va être quand même assez longue. Donc, ça va être tout à fait normal que si en plein milieu de la capsule, c'est pas trop clair, c'est abstrait, vous comprenez pas, il faut pas qu'il y ait de la panique, il faut que vous soyez patient. Vous allez passer au travers, vous allez étudier, et quand vous allez arriver en bout de ligne et que la capsule sera terminée, que vous allez avoir avancé un peu dans votre étude, là, ça devrait être clair. Et si c'est pas le cas, c'est là que je vais intervenir. Mais c'est normal. Et moi, je compare toujours ça à un casse-tête. Ce qui est difficile dans les PowerPoint que je vais vous présenter maintenant, c'est que c'est décousu. Je vais commencer au tableau, puis je vais déjà vous garocher un paquet d'éléments, que vous allez avoir la tête très lourde, mais je vous fais quasiment l'histoire au complet déjà. Et là, ça va être beaucoup d'informations, vous allez paniquer un peu, c'est normal. Et par la suite, je vais reprendre chacun de ces éléments-là, un par un, et on va les expliquer avec plus de clarté, plus tranquillement, mais aussi avec plus de détails. Mais c'est des pièces de casse-tête. Et avant que je les assemble au complet, pour avoir le casse-tête final, ben c'est fatigant parfois pour l'étudiant, parce que là, vous avez 3-4 morceaux, puis vous ne voyez pas le schéma général de l'histoire. Donc, il va falloir que vous soyez patient. Mais à la fin de la capsule, normalement, le casse-tête est monté, et là, ça va devenir beaucoup plus clair. OK? Donc, juste vous avertir un petit peu, là, parce que c'est un petit peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avec moi. Donc, je vais commencer ici. Ça, c'est vraiment une excellente figure de votre manuel. Elle résume tout. Okay? Donc, vous avez un neurone et il divise en différentes parties avec les différents éléments qui sont présentés ici. On va tout voir ça en détail. La première des choses, moi, je vais aller au tableau blanc, je vais reprendre un dessin comme ça que je vais faire et je vais vous expliquer les éléments importants. Mais en bout de ligne, quand la capsule va être terminée, vous allez être capable, vous devriez être capable, en fait, de décrire les événements qui vont se produire ici au début du neurone, qu'est-ce qui se produit dans le milieu du neurone et qu'est-ce qui se produit à la fin. Et si vous êtes capable de me raconter les trois histoires de façon cohérente et logique, dans vos mots, pas besoin d'avoir des termes scientifiques, tant que c'est clair et que vous comprenez bien, la mission est accomplie. Sauf que c'est là que vous allez être patient, parce que dans les premières diapositives, je vais vous parler de quelques éléments ici, plus tard ici, puis là, on va se promener un peu comme ça. Alors, au début, c'est un peu mélangeant, mais à la fin, ça devrait tout s'intégrer. Première des choses, avant que je commence, la flèche orange ici est extrêmement importante. Je l'ai dit dans la capsule précédente, mais là, j'insiste vraiment. Quand on dit propagation du potentiel d'action, le potentiel d'action, en fait, c'est l'influx nerveux, hein, c'est pratiquement des synonymes. Donc, l'idée ici, ceux qui se souviennent dans la zone gâchette, on a eu ça dans la capsule, c'est là qu'on fait le premier influx nerveux. Au début, il peut y avoir des modifications électriques, mais ce n'est pas des influx nerveux, c'est un autre type de signal électrique, on appelle ça un potentiel gradué, on verra ça plus tard. Mais ce que je veux vous faire réaliser, c'est que dans la zone gâchette, quand tu fais ton premier influx nerveux ici, tu peux en faire des millions après. C'est ce que symbolise la flèche. Sauf que c'est à sens unique. C'est impossible d'aller dans le sens comme ça. Okay? On va toujours partir des dendrites, cases cellulaires pour faire des modifications électriques. Si c'est possible, on fait un premier influx nerveux dans la zone gâchette. Et ensuite, c'est un peu comme des dominos, hein? Numéro 1 qui tombe sur le 2 sur le 3, mais de façon successive. On ne fait pas tomber des dominos, évidemment. Ici, on va faire des créations successives d'influx nerveux, le premier, deuxième, troisième, etc. Et on va en faire des millions comme ça qui vont se déplacer tout au long de l'axone vers les boutons terminaux. Et ça va toujours dans ce sens-là. On ne peut pas aller dans l'autre sens. Okay? Donc ça, c'est la première chose. Donc, par des dendrites, modification électrique, juste qu'aux boutons terminaux, ou parfois on les appelle les boutons synaptiques, pour relâcher les neurotransmetteurs.
L'ensemble de l'information qui est ici, je vais la résumer au tableau, mais évidemment, c'est beaucoup plus clair ici en termes de beauté artistique, mais ce qui est vraiment important de comprendre, alors, si je symbolise un neurone, okay, donc corps cellulaire, dendrite, okay, c'est vraiment symbolique, la zone de gâchette ici, qui devient un axone, des boutons synaptiques, donc télodendron ou terminaison axonale, et des boutons terminaux. La première chose qu'à partir de maintenant, je veux garder toujours en tête, il y a 3 parties dans le neurone, et on peut faire une ligne imaginaire pour diviser ces 3 parties. Et avant même d'étudier et d'aller plus loin, vous devez séparer ces parties-là. Ça va être le sujet des premières diapositives que je vais vous présenter. Donc, la première partie ici, ce que vous devez noter, c'est la partie qu'on appelle réceptrice. Ça comprend quoi, la partie réceptrice? Essentiellement 2 choses. Les dendrites, que vous connaissez maintenant. On disait dans la dernière capsule qu'ils servaient à capter les neurotransmetteurs. Mais là, on va voir plus en détail aujourd'hui pourquoi et comment. Et tout le corps cellulaire. Donc, c'est tout. Alors, ce que je vous demande de retenir, 2 choses. Partie réceptrice d'un neurone, c'est les dendrites et le corps cellulaire, et on se retrouve au début du neurone. Pour le reste, la partie centrale du neurone, on appelle ça la partie conductrice. La partie conductrice, essentiellement, c'est 2 choses. C'est la zone de gâchette et l'axone. J'ai dit 2 choses, mais en fait, on pourrait en rajouter une 3e, mais pour moi, c'est un peu la même chose que l'axone. Les télodendrons ou terminaisons axonales, qui sont en fait les prolongements de l'axone. Bien sûr, c'est une fonction de conduction aussi, tout comme l'axone. Donc, on déplace évidemment l'influx nerveux. Donc, on pourrait rajouter les télodendrons ou terminaisons axonales, c'est des synonymes. Donc, ça, on avait déjà vu ça à la dernière capsule. Ces éléments-là font partie de la partie conductrice. Okay? Ensuite, les boutons ici, c'est ma dernière partie du neurone, ce que j'appelle la partie sécrétrice. Contient un seul élément, les boutons synaptiques. Ceux qui se souviennent de la dernière capsule, ça va vous aider à comprendre aujourd'hui. Les boutons synaptiques, leur fonction, c'était de relâcher les neurotransmetteurs. Et en gros, avant de rentrer dans le détail, vous avez déjà une idée de l'histoire générale. C'est quoi l'objectif final que je veux que vous m'expliquiez éventuellement? Bien, à quoi ça sert l'influx nerveux et comment on le fait? Fait en gros, oui, c'est important de savoir les parties comme ça, mais aussi en termes de fonction, ce que je n'ai pas écrit, puis vous devez garder en tête, la partie réceptrice, la fonction ici, principale, vous allez vite vous rendre compte que c'est de décider, c'est en fait la partie décisionnelle. Exemple, si c'est un neurone au cerveau, puis on dit l'analyse, la prise de décision, ça va toujours compliqué, mais en fait, la décision, c'est une chose. On fait un influx, on n'en fait pas. Si on avait un seul neurone dans le cerveau, la réponse biologique, c'est très simple. Nous, c'est complexe. On a des centaines de milliards de neurones. Donc, selon la combinaison des neurones qui font des influx ou non, ça fait des réseaux de pensée, des réseaux de décision que je vais m'acheter tel aliment à l'épicerie, ou j'étudie pas, peu importe. Donc, ça peut... L'expression de nos réflexions peuvent devenir complexes, mais à la base, c'est toujours la même chose. Je fais un influx ou pas. Je fais un influx sur un neurone moteur, ça déclenche la contraction d'un muscle. Donc, une réponse, j'en fais pas, le muscle bouge pas. Donc, c'est relativement simple, en fait. Et comment je fais pour savoir si on fait un influx ou pas? Ben, c'est dans la zone réceptrice. Donc, il va se passer des événements qu'on va voir. Il y a 3 sortes d'événements qui peuvent se passer. Certains de ces événements vont bloquer la production d'un influx dans la zone gâchette, alors qu'il y en a d'autres qui vont favoriser la production d'influx. Donc, ça, c'est vraiment la job de la partie réceptrice, en d'autres mots, de la partie dendrite et corps cellulaire. Partie conductrice, comme le nom le dit bien, ben, l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait ton premier influx nerveux dans la zone gâchette, ben, l'idée, c'est d'en faire plusieurs par la suite et de les propager, donc de les conduire, de les déplacer vers les boutons terminaux. C'est juste ça le job de la partie conductrice du neurone. Et sécrétrice, ben, c'est de la sécréter, c'est-à-dire de relâcher des substances chimiques. Dans ce cas-ci, c'est de relâcher des neurotransmetteurs. Alors, on verra que s'il y a production d'influx nerveux, le dernier influx nerveux qui arrive dans le bouton va déclencher la libération de neurotransmetteurs qui pourront aller stimuler un deuxième neurone.
S'il n'y a pas d'influx, exemple, les événements de la partie réceptrice font en sorte qu'on bloque la production d'influx ici. Il n'y a pas d'influx, pas de relâchement de neurotransmetteurs. S'il y a présence d'influx nerveux ici, on relâche les neurotransmetteurs qui pourront à leur tour stimuler un deuxième neurone. Donc ça, c'est l'autre chose qui est très importante de garder en tête. J'ai dit plusieurs fois dans la dernière capsule, c'est un rappel. L'influx nerveux, en aucun cas, ne peut sortir et être transmis à un autre neurone. OK, c'est impossible. Le dernier influx nerveux va disparaître. Mais avant de disparaître à l'intérieur du bouton, sa job, en fait, c'est avant de mourir, si on veut, avant de disparaître, il va faire son dernier moment d'action avant de disparaître, c'est de faire en sorte qu'on libère les neurotransmetteurs. C'est juste ça la job d'un influx nerveux, en fait. Dernière chose, pour tout ce que je viens de dire en même temps, très important d'avoir cette idée de 3 régions. Et je ne veux pas que tu ailles plus loin dans la capsule, que tu étudies plus loin si ça, c'est pas clair. De mon expérience, quand je termine la neurophysiologie, la grande difficulté de l'étudiant moyen, c'est en fait, il mélange tout ça. C'est que là, à un moment donné, au début, c'est facile, mais quand j'en finis toute l'histoire, ben là, vous êtes tous perdus. Est-ce que les événements d'ici, ça se passe en avant, dans le milieu, puis là, ça devient mélangé. Des fois, ça se ressemble et tout. Et je le dis souvent en classe, puis je le dis souvent, quelquefois dans les capsules, mais souvent en classe, je vais vous dire que la bio, c'est une affaire aussi de compréhension, bien sûr, un peu de par cœur des fois, mais aussi beaucoup de faire des cases dans votre cerveau. Et si vous n'avez pas ces 3 cases-là, tout va se mélanger comme une soupe. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives à l'examen, tu dis « Ah ouais, il me semble que je le savais. » Puis tu as étudié, là. Si tu n'as pas étudié, c'est une autre histoire, mais tu as étudié, mais là, c'est pas trop clair. Puis là, tu mélanges un peu, puis tu tombes sur la bonne réponse, mais il manque des affaires. Puis bon. En fait, dans la vraie vie, ce que je vais te montrer, c'est 3 histoires. J'ai une histoire numéro 1 ici, une deuxième ici, et une troisième qui doivent être séparées dans ta tête. Donc, les premiers événements, je vais passer beaucoup de temps ici dans la région réceptrice, histoire numéro 1. Plus tard, dans la capsule, je vous parlerai de l'histoire numéro 2 dans la partie conductrice. C'est d'autres événements qui ressemblent, mais qui sont différents en termes de fonction et de rôle. Et troisième histoire, sécrétrice. Donc, à l'examen, si je te pose une question ici, tu me réponds des événements là, c'est pas bon. Mais si tu es capable de séparer tes 3 histoires, bien, ça devient beaucoup plus simple. Parce que là, c'est comme si tu faisais des compartiments dans ton apprentissage. Tu lis la question, tu dis, OK, bouton synaptique sécrétrice, donc c'est l'histoire numéro 3, telle affaire qui se passe. Ah non, OK, je suis dans l'axone, c'est une autre histoire. Et ça va devenir beaucoup plus clair si vous faites ça. Donc ça, c'est la première job que tu as à faire, séparer les 3 régions du neurone avec leurs éléments respectifs et, bien sûr, toujours te poser la question, quel endroit du neurone je suis, donc quel événement se passe. Pour la suite de mon histoire, je vais déjà vous introduire quelques concepts avant de retourner aux diapositives. Donc, je vais changer de couleur de crayon, ça soit plus clair. Et première des choses, on va revenir en arrière. Dans la session, vous avez parlé avec moi de transport membranaire. Donc, vous vous souvenez, écoute, un neurone, c'est une cellule. Donc, souvenez-vous, c'est une double membrane de phospholipides, cytoplasme et tout ça, c'est toujours la même chose. Et on a vu les molécules polaires, non polaires, hydrophile, hydrophobe. Donc, vous savez que pour déplacer des substances chimiques vers l'intérieur du neurone ou vers l'extérieur, c'est pas n'importe quelle substance qui peut passer directement à travers la membrane. Si vous vous souvenez des 3 conditions, ça me prenait des molécules de petite taille, liposolubles, ou si tu préfères hydrophobe, c'est à peu près la même chose, et qui ne sont pas chargées. Si tu respectes ces 3 conditions, ça passe direct à travers, selon la loi de gradient, qui était de l'endroit où il y en avait le plus vers l'endroit où il y en a le moins. Par contre, s'il y a des charges électriques qui sont trop grosses, mais là, ça me prenait des mécanismes de transport. On a vu par canaux, par transporteur. Okay? Donc ça, c'est une révision de ce qui devrait être maîtrisé depuis le début de la session. Maintenant, quand tu veux faire un effet nerveux ou une modification électrique au niveau de la région réceptrice, c'est 3 événements. Il y a juste 3 choses qui peuvent se passer. Puis souvent, là, au début, c'est facile. Après, vous mélangez. Puis là, c'est trop compliqué. Il y a trop de mots. C'est vrai, je vais en mettre plein de mots plus qu'on va avancer. Mais ça revient toujours à 3 événements. C'est juste ça que je veux que tu retiennes. Tout le temps. Peu importe ce qui se passe en termes de décision, dans mon cours, il existe 3 sortes de choses qui peuvent se passer. Et il n'y en a pas d'autres. Et c'est toujours une des 3 qui se passe. Ou les 3 en même temps, ou on verra les différentes possibilités.
soit premier événement que le sodium rentre, mais le problème, c'est qu'il est chargé. Donc, c'est du Na+, un ion positif. Et là, vous savez qu'on ne peut pas passer à travers la membrane. Donc, ça me prend un système de canaux. J'ai des canaux comme ça qui sont spécifiques au sodium, Na+. Le sodium peut faire une seule chose au niveau de la région réceptrice, c'est d'entrer à l'intérieur de la cellule. C'est une histoire de gradient de concentration. Il y a toujours plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sodium, quand je rouvre la porte ici, que le canal ouvre, parce qu'il peut être en position ouverte ou fermée, on verra ça tantôt. Donc, s'il est en position fermée, le sodium reste coincé à l'extérieur, mais s'il ouvre, le sodium a commencé à entrer à l'intérieur. Okay? Et en entrant, bien, ça va changer le voltage de la cellule. Si on veut, il y a tout le temps une espèce de courant électrique, donc je vais faire rentrer des charges positives, on verra ça bientôt. Mais pour l'instant, c'est un des événements. Rentrer du sodium si le canal ouvre. L'autre événement, je peux aussi faire entrer un autre ion, mais il est chargé négativement. Dans ce cas-ci, c'est un anion qu'on appelle le chlore. Donc là, c'est une autre sorte de canal qui est spécifique au chlore. Donc évidemment, le sodium ne peut pas emprunter le canal à chlore. C'est vraiment spécifique à chaque ion. Et le chlore peut entrer dans le corps cellulaire, à l'intérieur du neurone. Et le troisième événement possible, c'est le K+, potassium, qui peut sortir. Donc, il y a aussi des canaux spécifiques au potassium, et là, on va en mouvement inverse. OK? Donc, il y a juste ces trois événements-là possibles. Puis pourquoi le potassium peut sortir? C'est parce qu'il y en a plus à l'intérieur de la cellule qu'en dehors. Donc, par la loi de gradient, aussitôt que je vais ouvrir le canal ici, le potassium pourra sortir à l'extérieur. Et c'est pas plus compliqué. Si on résume, tout ce que je veux que tu saches, c'est que dans tes trois événements, au niveau de la région réceptrice, soit que je fais entrer à l'intérieur du neurone du sodium, soit que je fais entrer du chlore, ou bien je fais sortir du potassium. Il n'y a pas d'autre chose qui peut se produire. Maintenant, la question à 100$, quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je fais entrer du sodium, du chlore, peu importe? Quelles conditions font en sorte qu'on peut, oui ou non, ouvrir ces canaux-là pour permettre l'entrée ou la sortie de ces ions-là? Il y a une seule condition, les neurotransmetteurs. Des petites substances chimiques très particulières. Les neurotransmetteurs, c'est un petit peu comme des clés. C'est des clés qui vont ouvrir les différentes portes, les différents canaux. Donc, les neurotransmetteurs, je vais souvent référer par NT, parce que ça va plus vite au tableau. Donc, quand vous voyez NT, c'est les neurotransmetteurs. C'est des substances chimiques. Il y en a à peu près une centaine de sortes. Donc, vous en avez des millions, là, vous en produisez des millions, des millions et des millions de molécules. Mais il y a 100 sortes. Il y a différentes classes de neurotransmetteurs, puis il y a 100 sortes de neurotransmetteurs qui ont différents effets. Mais peu importe la sorte de neurotransmetteur, en bout de ligne, ils font trois événements. Il y a certains neurotransmetteurs qui vont être spécifiques au canaux à chlore, d'autres au canaux potassium, d'autres au canaux sodium. Donc, selon le neurotransmetteur qui sera présent, exemple, ça pourrait être un neurotransmetteur spécifique au canal sodium. Donc, exemple, je vais faire une petite boule ici. Mon neurotransmetteur peut se fixer au canal ici. Et c'est ce qui va me permettre d'ouvrir le canal sodium et, dans ce cas-ci, permettre l'entrée de sodium vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme une enzyme action substrat, comme on a vu en début de session. C'est une affaire de formation 3D. Sur le canal sodium, qui est une protéine, évidemment, le canal, c'est comme une paille, une protéine creuse qui fait passer les ions de l'extérieur vers l'intérieur. Mais j'ai à la surface une autre petite protéine qui est un récepteur. Et en fait, le neurotransmetteur, il y a la forme complémentaire au récepteur. Donc, exemple, le neurotransmetteur ici, c'est pas à retenir, mais mettons, c'est de la on va dire un que vous connaissez des fois, là, la dopamine. Okay, la dopamine, parce que des fois, on en parle en psycho, c'est un neurotransmetteur avec le Ritalin, ou qui est impliqué avec le Ritalin, ou déficit d'attention, des fois avec certaines drogues comme la cocaïne et tout ça. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur que souvent les gens connaissent, mais c'est pas à retenir. Mais mettons que c'est de la dopamine, puis je vous dis que lui, il a la forme spécifique
pour reconnaître le récepteur. Et le récepteur à la dopamine, il est situé sur le canal sodium. Donc, quand tu produis un neurotransmetteur dopamine, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient s'attacher à son récepteur spécifique qui se retrouve sur le canal sodium. Et là, le canal va ouvrir, ce qui contrôle l'entrée. Si tu n'as pas de neurotransmetteur, pas d'ouverture du canal et le sodium ne peut pas entrer. C'est de cette façon-là qu'on contrôle les événements. Donc, les 3 événements, sodium, chlore, potassium, entrée de sodium, chlore ou sortie de potassium, c'est en fait avec la présence ou non de neurotransmetteurs qui me permettent d'ouvrir la porte ou la fermer. La porte étant, bien sûr, le canal ionique. Un autre neurotransmetteur très connu, entre autres, qui a un rôle avec l'alcool et tout ça, donc des fois on le connaît, ça s'appelle le GABA. C'est pas à retenir. C'est simplement pour dire que le GABA, lui, ce neurotransmetteur-là, il y a une forme différente que la dopamine et il va reconnaître des récepteurs spécifiques au GABA. Donc le neurotransmetteur, il va s'attacher à son récepteur, mais ça donne que le récepteur ne se retrouve pas sur le canal sodium, il se retrouve sur le canal à chlore. Donc quand le GABA va reconnaître son récepteur sur le canal à chlore, permet l'ouverture du canal à chlore et c'est comme ça que tu contrôles l'entrée de chlore. Donc en gros, selon la sorte de neurotransmetteur qu'on va faire dans ton cerveau, on va contrôler soit l'ouverture du canal sodium, soit le canal chlore, soit le canal potassium. Donc ça, c'est le premier concept extrêmement important et c'est ce qui va se passer dans la région réceptrice. Donc, les neurotransmetteurs peuvent juste agir au niveau de la région réceptrice. Ils n'ont aucun effet sur l'axone dans la région conductrice ou encore sur les boutons synaptiques. Donc, leur mode d'action, c'est seulement au début du neurone. Maintenant, en fait, c'est pas mal suffisant. La seule chose que je veux déjà commencer tranquillement à vous implanter, mais on en reparlera en détail, parce que je suis certain qu'il y en a qui sont curieux et qui se disent, ben oui, mais pourquoi faire ces 3 événements-là? En fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que je fais mon premier influx nerveux ici dans la zone gâchette? Et donc, la cellule ici devra modifier son potentiel électrique. Et ce que je vais vous enseigner tantôt, il y a des chiffres, il y a 3 chiffres qu'il va falloir apprendre. J'aime pas ça faire apprendre des chiffres par cœur, je trouve que c'est plus ou moins important d'habitude, mais ici, ça va nous aider beaucoup à comprendre l'histoire. Donc, éventuellement, je vais vous montrer qu'un neurone au repos, il y a un voltage de moins 70 millivolts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce de courant électrique, de différence de potentiel qu'on mesure en voltage. Et si je plantais 2 électrodes, c'est des expériences qui ont déjà été faites il y a très longtemps, il y a des décennies au niveau de la recherche. Puis on plante 2 électrodes avec 2 fils, puis des microélectrodes qu'on plante sur un neurone de votre cerveau, puis on regarde le voltmètre, ça va écrire moins 70 millivolts. Donc, c'est pas 0. Souvent, vous pensez qu'un neurone au repos, il n'y a pas de courant électrique. En fait, vous êtes des êtres électriques. L'ensemble des cellules de votre corps a toujours un courant électrique. Okay? Et un neurone qui n'est pas stimulé, donc qui est comme dormant, il n'y a pas de stimulé, il ne fait rien, son repos, c'est à moins 70 millivolts. L'idée, c'est qu'il faut modifier ce courant électrique-là vers une autre valeur qu'on verra plus tard, qui va être l'influx nerveux. Et il y a 2 changements possibles. Soit que je vais modifier le courant électrique pour que la cellule devienne positive en termes d'électricité, de voltage, ou elle devient négative. Et tout ce que je veux que tu te souviennes, pour l'instant, on mettra des détails tantôt, mais ce que je veux que tu te souviennes, c'est que pour aller vers l'influx nerveux, le neurone, d'un point de vue électrique, doit devenir positif. C'est tout ce que tu as à retenir. Et là, tout va s'emboîter éventuellement. Tu remarques que le potentiel de repos, c'est négatif. Moins 70 millivolts. Ton moins 70 millivolts, qui est une différence de potentiel, donc électrique, il est au repos. C'est négatif. Pour aller vers l'influx nerveux, je dois faire une modification électrique au niveau de la région réceptrice, dendrite, exemple, corps cellulaire, vers le positif. Alors, je te pose la question. Est-ce que, si je compare, on parlera du potassium un autre jour, mais si je parle de l'entrée du sodium ou de chlore, lequel qui va augmenter mes chances d'aller vers l'influx nerveux? Donc, lequel va me permettre d'aller dans le bon sens, de devenir positif? Bien, si je fais rentrer des Cl-, mettons, je fais rentrer du chlore, bien, ça va être juste plus négatif. Il ne se passera rien. Tu fais entrer du chlore quand tu veux empêcher
ton neurone de faire un influx nerveux. Mais si, exemple, quelqu'un te prend la main, tu sens le toucher, là, tu as un influx nerveux qui va être déclenché vers la région du cerveau qui analyse le toucher. Et dans ce cas-ci, ben, c'est parce que j'ai fait entrer du sodium. En fait, un influx nerveux, c'est une entrée massive de charge positive et c'est toujours du Na+. Donc, si je rentre suffisamment de Na+, ça va modifier mon courant électrique, si tu veux, mon voltage ou ma différence de potentiel vers un état positif, et là, on va dans le sens qui pourra peut-être m'amener à un influx nerveux. C'est pas parce que je rentre du sodium ici qu'on va nécessairement faire un influx nerveux dans la zone gâchette. Si on rentre juste un peu, ça n'a pas d'effet. Mais si j'en rentre de façon importante et que le changement électrique est assez fort ici, ça pourra déclencher un influx nerveux dans la zone gâchette. OK? Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut garder en tête. Maintenant, pour terminer la zone réceptrice, ce qu'on vous dit, en fait, si tu as bien écouté, les trois types de canaux ici, et en passant, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas juste 3 canaux, c'est des milliards de canaux tout le tour, mais il y a 3 sortes de canaux. Hein? C'est le canal sodium, potassium et... qu'est-ce que j'ai dit? Donc, sodium, potassium et chlore. Comme c'est des canaux qui rouvrent seulement en présence, donc ouverture contrôlée par des neurotransmetteurs, les canaux ici font partie d'une famille qu'on appelle les canaux ligand-dépendants, ce qui est utilisé dans la plupart des livres de biologie. Ligand, ça veut dire attaché. Donc, le ligand, en fait, c'est le neurotransmetteur qui attache le récepteur sur le canal. Ou dans votre livre, parfois, ils les appellent chimiodépendants. Et c'est très important, ce terme-là, parce qu'on va voir que tantôt, à partir de l'axone, exemple, la zone gâchette et le reste, c'est des canaux qui rouvrent sur un courant électrique. Ils changent de nom. C'est des canaux voltage dépendants. Mais pour l'instant, ce qu'il y a au début ici, dendrite, corps cellulaire et tout, c'est toujours des canaux ligand dépendants. Alors là, je vous demande de prendre 2 choses en note. En fait, 2-3 choses. Quand vous voyez le terme canaux, ligands ou chimiodépendants, c'est des synonymes. Premier réflexe, tu sais que c'est des canaux qui existent seulement au début dans la partie réceptrice. Ils n'existent pas dans les autres régions. Donc, c'est vraiment la région du début, numéro 1, partie réceptrice. En d'autres mots, les canaux ligands dépendants sont seulement sur les dendrites et le corps cellulaire. L'autre particularité, c'est que ces canaux-là sont toujours en position fermée et ils pourront devenir actifs, s'ouvrir, seulement en présence du bon neurotransmetteur spécifique. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont dépendants d'un ligand ou dépendants d'un élément chimique étant le neurotransmetteur. Okay? Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Et là, vous avez pas mal tous les éléments du début du neurone. Et comme je disais tantôt en début de capsule, je fais exprès, c'est très lourd. Je vous explique quasiment déjà toute l'histoire. En fait, juste avec ce que je fais au tableau, vous avez pratiquement plus besoin des diapos après. Vous allez tout avoir ou à peu près. C'est sûr qu'il va falloir que je rajoute des détails, mais en gros, l'essentiel va être là. Ensuite, on reprendra ça tranquillement pour chacune des diapos pour que ce soit un peu moins lourd. Maintenant que vous êtes bon pour la partie réceptrice, l'autre élément que je vais vous parler, c'est la partie conductrice. Donc, on va voir que les canaux sont un petit peu différents et les événements sont un petit peu différents. Okay. Maintenant qu'on a parlé de la partie réceptrice, on va parler plus de la partie conductrice, donc qui inclut la zone gâchette ici, tout l'axone, prolongement ici des terminaisons axonales ou télodendron. Il faut faire très attention parce que c'est toujours le même concept, c'est des canaux qui vont ouvrir ou fermer, mais la clé est différente. Alors que dans la région réceptrice, on a vu que c'était des neurotransmetteurs qui permettaient l'ouverture des canaux. Ici, c'est très important de comprendre que c'est des canaux voltage dépendants. C'est pas du tout la même chose et il ne faut pas les confondre. Donc, ils vont ouvrir sous l'effet d'un courant électrique. Donc, voltage dépendant. Et des fois, vous vous mélangez. C'est très simple. Les ligands dépendants sont au début, puis tout le reste du neurone, sans exception, c'est des canaux voltage dépendants. Donc, partie conductrice et sécrétrice. En d'autres mots, la zone gâchette, l'axone, terminaison, bouton terminaux, c'est toujours des canaux voltage dépendants. Alors, ce qui va se passer ici, c'est 3 choses, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux canaux puis des ponts. Je vous explique ça vite. Donc, j'ai un canal ici, mettons, Na+. Donc, là, tu te dis, ouais, mais il y en a un à l'entrée ici, dans les dendrites. Oui, mais c'est pas la même ça.
Le canal sodium, au début, il rouvre sous l'effet d'un neurotransmetteur, donc c'est un ligand dépendant, mais le canal sodium, ici, il rouvre sous l'effet d'un voltage. Si j'ai le bon voltage électrique à la valeur précise, il va ouvrir. Si je n'ai pas le bon courant électrique, il ne rouvre pas. Donc, voltage dépendant au sodium, voltage dépendant au potassium. Et ensuite, de façon circulaire, je vais faire des pompes, ce que j'appelle des pompes. On verra leur rôle plus tard. Okay? Ce que je viens de dessiner là, on pourrait le dessiner dans la zone gâchette, dans chaque nœud de Ranvier ou le nœud de l'axone qu'on a déjà vu. Donc, aux endroits de l'axone où il n'y a pas de myéline, on a cette série de 3 canaux-là. En fait, 2 canaux voltage dépendants, puis une pompe. Et les pompes, on a déjà vu ça avec le transport actif qui nécessite de l'ATP. C'est la même logique. C'est des pompes potassium, sodium, des pompes NaK qu'on verra plus tard. Et évidemment, j'en ai pas juste une série de 3. J'ai 3 sortes d'éléments ici, mais on va les répéter de façon infinie quasiment. Là. Donc, il y a des milliards de canaux comme ça par série de 3 qu'on va retrouver jusqu'à la fin ici. Dans les boutons, c'est autre chose, c'est d'autres canaux voltage dépendants, mais tout au long de la zone gâchette, l'axone et les terminaisons, donc partie conductrice, c'est ce qu'on va voir. Et il y a peut-être des gens qui commencent déjà un petit peu à voir comment les événements de la région réceptrice vont stimuler la région conductrice. Et en fait, quand je vous disais tantôt que selon qu'on rentre du sodium ou du chlore, ça change complètement l'histoire, bien évidemment, on modifie le courant électrique au début. Mais si, tantôt je vous disais que ce qui est important, c'était de rentrer du sodium. Puis j'ai même dit que s'il n'en rentre pas assez, il ne se passera rien. Hein? On se souvient que la décision de faire un influx ou pas dans la zone gâchette, pour le premier influx, ça, on avait vu ça dans la dernière capsule, bien, qu'est-ce qui se passe? Si je rentre du chlore Cl-, le neurone devient négatif. En fait, il est déjà négatif à moins 70 mV, puis il va être encore plus négatif. Il ne se passera rien, les canaux voltage dépendants restent fermés. Si je rentre un peu de sodium, c'est pas assez, le neurone reste encore négatif, peut-être un peu moins négatif, je rentre les charges positives, mais pas assez pour provoquer l'ouverture du premier canal voltage dépendant sodium. Donc, ça ne marche pas. Mais si je rentre suffisamment de sodium ici, que le neurone devient vraiment en termes de potentiel électrique, de voltage positif. Il y a une valeur clé qu'on verra, une valeur seuil, une valeur magique, entre guillemets, que si je l'atteins, ça provoque l'ouverture des premiers canaux voltage dépendants. En fait, on pourrait faire ici, la série commencerait ici, le sodium, potassium, pompe. Donc, c'est la même séquence ici. Alors, le premier canal sodium ici, voltage dépendant, si j'ai le bon voltage ici, il va ouvrir la bonne valeur électrique. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas juste d'apprendre par cœur, oui, c'est des voltages dépendants. Il faut comprendre que c'est un courant électrique qu'il faut ouvrir et ce courant électrique-là va être généré dans la partie réceptrice. Il faudra donc générer le bon voltage pour ouvrir le premier canal. Et si je rouvre le premier canal voltage dépendant, c'est lui qui est responsable de faire l'influx nerveux. Et l'influx nerveux, je peux déjà te dire, là, ça se résume en un mot. C'est une entrée massive. J'utilise le mot massif pour bien vous faire comprendre que c'est pas juste un peu de sodium qui rentre, ça rentre en fou. Un paquet de sodium qui va rentrer. Donc, c'est une rentrée massive d'Na+. Il y en a tellement qui rentrent que le neurone là, va se charger. Il va complètement inverser son potentiel électrique. Souvenez-vous, on était à moins 70 au repos. Ben, si je fais une entrée massive de sodium, il y a un autre chiffre qu'on va parler beaucoup dans la capsule. Le plus 30 mV, c'est ça un influx nerveux ou un potentiel d'action. Donc, tu as ton influx nerveux ou potentiel d'action, ça va, c'est des synonymes, ou à peu près. Donc, ton plus 30 mV ici, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Tu viens de créer ton premier influx nerveux ici. OK? Et les autres événements, potassium, donc, ici, c'est une entrée massive de sodium, mais la sortie de potassium, comme tantôt, ben, quand j'ai le plus 30 mV, on ne peut pas rester toujours sous forme d'influx nerveux, il faut revenir au repos à moins 70. Donc, le retour à moins 70 mV va se faire par la perte de potassium. On verra ça en détail. Là, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi le fait de perdre des potassiums, ça rend la cellule négative. Je vous expliquerai en détail. Pour l'instant, vous me croyez sur parole. Donc, premier événement dans la zone gâchette ou l'axone, on rouvre les valves dépendants au sodium. Entrée massive de sodium, beaucoup de sodium qui rentre, on fait un courant électrique qu'on appelle le potentiel d'action de l'influx nerveux. Et une fois que c'est terminé, bon, on revient vers le repos, le moins 70, en expulsant à l'extérieur les potassiums. Donc,
on va ouvrir les canaux voltage dépendants au potassium. On parle potassium, on revient à la normale. Et ça, en fait, on va faire ça de façon successive du premier canal voltage dépendant dans la zone gâchette vers tous les canaux, comme ça. On verra ça en détail, mais comprendre qu'une fois que j'ai commencé le premier événement, c'est comme les dominos. Domino 1 tombe sur le 2, le 3, on ne peut pas arrêter la séquence. Une fois que tu as fait tomber ton premier domino, tous les dominos vont tomber un après l'autre de façon successive. Tu ne peux pas arrêter la chute. C'est la même chose. Aussitôt que j'ai créé un premier influx nerveux, on ne peut plus arrêter. Le premier déclenche nécessairement le deuxième. Donc, tant que je ne pars pas le premier influx dans la zone gâchette, il ne se passe rien. Mais le jour que je crée mon premier influx nerveux, quand même bien que le neurone voudrait dire « OK, là, c'est assez, on arrête ça », c'est impossible. On va aller jusqu'au bout. OK? Donc, si on résume les événements ici, un peu comme j'avais fait pour la partie réceptrice, c'est simple, il y a juste 2 événements. Moi, c'est comme ça, je veux que tu les apprennes, en fait. Là, c'est plus simple comme ça. Il y a 3 événements dans la partie réceptrice et il y a juste 2 événements dans la partie conductrice. Donc, une entrée massive de sodium par les volts dépendants. Donc, si j'ai les bonnes conditions électriques, il y a une entrée massive, très importante de sodium, ce qui va créer mon influx nerveux. Et le deuxième événement, c'est la sortie de potassium. Et en sortant de potassium, ça me permet de revenir au repos. Plus tard, on parlera des rôles des pompes. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je demande. Éventuellement, on verra qu'il y a 4 étapes, puis c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, c'est pas mal ça. Donc déjà, si vous distinguez ça, ça va être pas si mal. Et dernier élément, les événements du bouton. OK? Donc, les boutons, et j'ai pas beaucoup de place, là, on va se faire un petit peu de place. C'est aussi des canaux voltage dépendants, mais il y a un seul événement important. Okay. Encore une fois, je vais rajouter des détails. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'événements dans le bouton synaptique. Mais en gros, c'est une chose qui se passe. C'est un nouvel ion qu'on n'a pas parlé, le calcium, Ca2+. Donc, tout ce qui peut se passer, c'est une entrée de calcium. Et c'est donc des canaux voltage dépendants au calcium Ca2+. Quand les canaux calcium vont ouvrir dans le bouton synaptique, le calcium va entrer. Qu'est-ce qui fait ouvrir? C'est l'influx. Donc, le dernier influx nerveux, ce voltage à plus 30 millivolts, va faire ouvrir les canaux calcium. Donc, s'il n'y a pas d'influx nerveux, le calcium ne rentre pas. Hein? Donc, c'est ça qui est important. Toute cette séquence d'histoires et d'événements dans la partie réceptrice-conductrice pour arriver à un seul effet. Faire un influx nerveux qui me fera entrer du calcium, donc en ouvrant le canal voltage dépendant, permet l'entrée de calcium. Et une fois que le calcium entre à l'intérieur, il se passe un paquet d'événements. Pour aujourd'hui, c'est la magie, on verra ça plus tard. Mais juste comprendre que le calcium qui rentre à l'intérieur va me permettre l'événement final de relâcher, ce que vous savez déjà, on a vu ça en classe, ou en fait dans la dernière capsule, relâcher les neurotransmetteurs. Si vous n'avez pas de calcium, pas de relâchement de neurotransmetteurs. Et ça, c'est important de comprendre ça. OK? Parce que souvent, vous savez, bien avant de faire mon cours, que le calcium, votre père vous a dit ça quand vous étiez petit, boit du lait, mange du fromage, le calcium, c'est important pour les os. Sinon, les os se brisent, fracturent, ostéoporose, tout ça. Ben oui, c'est vrai. Mais le calcium est extrêmement important pour d'autres choses, pour les contractions musculaires, ce qu'on verra en fin de session. Mais là, vous vous rendez compte que calcium, pas de calcium, pas de neurotransmetteur. Pas de neurotransmetteur, on ne stimule pas le neurone. Parce que la question ici que je me demande, si j'ai un neurotransmetteur de relâcher, qu'est-ce qu'il fait après? Ben, exactement le début de ma capsule. On va aller stimuler les dendrites dans la partie réceptrice d'un deuxième neurone qu'on ne voit pas ici à l'écran. Donc, lui, il pourrait aller stimuler un deuxième neurone au niveau réceptrice, la région réceptrice. Mais si je n'ai pas de neurotransmetteur, ben, il n'y a pas de deuxième neurone. Donc, exemple, si c'est un neurotransmetteur qui reconnaît les récepteurs sur un canal ligand dépendant sodium, bien là, le deuxième neurone pourrait faire entrer du sodium, puis éventuellement, possiblement, faire un influx nerveux. Mais si, exemple, vous avez un patient en hypocalcémie, hypocalcémie sévère, hein? Hypo, ça veut dire bas, calcémie, émissant, calcium. Donc, quelqu'un qui a une diète très sévère, boit de l'eau, puis il mange très mal. Okay? Un jeûne très sévère sur de longues périodes, problème hormonal, ou peu importe. Il manque de calcium. Qu'est-ce qui arrive?
Oui, il peut avoir les os fragiles, mais au point de vue symptômes cliniques, qu'est-ce que vous pourriez observer? Ben, c'est drôle, hein? Mon patient, il a de la misère à marcher, il est toujours faible, il ne peut pas aller à la salle de bain sans mon aide. Votre patient, vous lui posez des questions, Monsieur Bergeron, vous restez où? Puis il est confus, il me dit des niaiseries, pas tout là, des fois il n'est pas pire, puis tout ça. Puis là, vous pensez qu'il y a à peu près 4-5 maladies. Il y a juste un problème. S'il manque de calcium, les contractions musculaires sont moins bien. Les fractures se réparent moins bien, les os sont plus fragiles. Puis là, ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui avec moi, ben, un patient d'hypocalcémie sévère, il ne relâche pas de neurotransmetteurs. Pas de neurotransmetteurs, je ne stimule pas mon deuxième neurone, je ne le stimule pas d'influx. Et si vous ne faites pas d'influx dans votre cerveau, ça se peut que les connexions, puis les prises de décision sont plus difficiles. Il y a des influx qui devraient partir, puis ils ne partent pas. Et voilà comment expliquer tous ces symptômes qui ont l'air différents, mais finalement qui sont reliés. Le médecin prescrit supplément de calcium ou il change sa diète alimentaire, puis tout se règle par magie. Okay? Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est extrêmement important le calcium en bout de ligne. Donc, beaucoup d'informations, hein, mais là, on va résumer ça en 3 mots. De tout ce que je viens de dire, dans le fond, c'est relativement simple. Il y a comme, je dirais, 6 événements. 3 au début, 2 dans le centre, 1 à la fin. Les canaux ligands dépendants qui trouvent avec les neurotransmetteurs contrôlent 3 événements possibles, entrée de sodium, entrée de chlore, sortie de potassium. Selon ce qui se passe ici, ça pourra m'amener au 2e événement qui implique les canaux voltage dépendants au sodium. Dans ce cas-là, entrée massive de sodium, création d'influx nerveux. Voltage dépendant au potassium, sort le potassium pour revenir à la normale. Et dernier événement, l'influx nerveux fait ouvrir les voltages dépendants au calcium dans les boutons synaptiques. Entrée de calcium, on relâche les neurotransmetteurs qui, à leur tour, pourront stimuler un 2e neurone. Et c'est pas mal juste ça. Puis le gros de ma job dans le reste de la capsule, ça va être de vous reprendre ça plus en détail. Mais si déjà c'est je ne m'entends pas que ce soit 100% clair, mais si c'est relativement clair déjà, ben, c'est déjà beaucoup, là. Puis avant d'aller plus loin dans la capsule, moi, ce que je te suggère, c'est de mettre ça sur pause maintenant, de retravailler ça, puis quand vous pensez comprendre que c'est pas mal, là, vous allez avancer dans la capsule. Mais gardez tout ce que je viens de dire en tête. Et là, les éléments vont s'emboîter beaucoup plus facilement pour le reste de la capsule. Okay? Donc, c'est une excellente place ici pour le mettre sur pause, apprendre un petit peu, puis y revenir un peu plus tard pour progresser avec cette histoire-là.